travaille à la chaîne, et vous avez le fonctionnaire de la main-d'œuvre étrangère qui a un tampon qui dit non, il fait ça. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous faites effectivement un dossier qui va vous changer le statut d'étudiant à salarié, de salarié à un étudiant salarié, vous allez vous retrouver devant une situation où la main-d'œuvre étrangère a plus de raisons de vous dire non que de vous dire oui. Donc, prenez bien ça en tête. Deuxième chose, c'est que vous avez un employeur. L'employeur, il vous a embauché, c'est très bien, mais à la limite, il peut embaucher quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que si la main-d'œuvre étrangère vous donne un avis négatif, la préfecture vous délivre une OQTF, et ça veut dire effectivement une expulsion. C'est-à-dire que dans ce dossier, qui est fait à 80% par l'employeur, c'est votre présence en France qui est en jeu. Il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que vous avez tout intérêt à pousser au maximum pour que le dossier soit le meilleur possible, parce que c'est dans votre intérêt, encore plus que pour votre employeur. D'accord ? Soyez exigeants. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, moi je considère que les listes qui sont données à la préfecture sont squelettiques. Il faut impérativement que si vous allez faire un dossier pareil, il faut que vous, le poste et la société, vous soyez en parfait accord. C'est-à-dire qu'effectivement, à la limite, le poste il est idéal pour vous, tout ce que qui vous êtes, vos compétences, vos formations et tout ça, ça rentre dans le poste, il est parfait pour vous, et effectivement, la boîte, à la limite, ne peut pas fonctionner si vous n'êtes pas dans ce poste-là, à ce rouage-là. Pensez toujours à ça, c'est linéaire, et vous avez une adéquation parfaite. Comprenez une chose, en tant qu'Algérien, vous n'avez pas droit à l'APS, vous n'avez pas droit à bloquer l'opposabilité de la situation de l'emploi, et c'est un vrai problème. Et je sais que monsieur en a parlé, moi je le répète parce que pendant très longtemps, j'allais carrément à la main-d'œuvre étrangère et j'allais discuter avec le fonctionnaire et qui m'expliquait ces choses-là. D'accord ? Donc, toujours, partez du principe que le poste doit être rédigé comme si c'était effectivement une description de vous, de manière parfaite. D'accord ? Ça, c'est fondamental. Donc, laisser son employeur faire les choses, c'est très bien. Mais il faut absolument que vous fassiez le maximum de choses. Et rajoutez un truc, rajoutez votre lettre à vous. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet employeur ? Pourquoi est-ce que vous choisissez ce poste ? Pourquoi ce poste vous est à ce point important pour vous ? Faites-le. Engagez-vous là-dedans. Ça, c'était mon petit propos sur le salarié. Maintenant, pour le commerçant. C'est absolument vrai qu'un étudiant algérien peut être commerçant. Il n'y a quasiment aucun blocage, en tout cas, sur le droit. Par contre, sur les réseaux sociaux, je vois un nombre énorme d'Algériens qui veulent ne faire qu'une chose, ou bien du soutien scolaire, ou du nettoyage, en SASU. Dans le style de conneries, excusez-moi le français, j'ai pas trouvé mieux. C'est tout. Vous êtes sorti avec un Master 2, vous avez des compétences, vous avez fait des études, et vous vous retrouvez à faire ça. Donc, de deux choses l'une. Ou bien vous êtes réellement des vrais professionnels de la chose, et auquel cas vous allez même faire un vrai business, ou bien vous faites ça parce que vous n'avez aucune autre idée, et vous n'avez pas osé aller dans votre domaine de compétences, et auquel cas ce qui va se passer, c'est que on va vous donner un premier titre de séjour, vous n'allez pas faire suffisamment d'argent, vous allez vous espérer dans un truc, et vous allez vous retrouver avec une OQTF à l'autre bout du circuit. Donc, moi, je vous conseille une chose, prenez votre courage à deux mains, rêvez, faites ce que vous aimez. J'ai un exemple d'un type qui a un Master 2 en logistique qui s'est retrouvé à vouloir faire du soutien scolaire. C'est de l'aberration. Le métier aujourd'hui de logisticien, c'est un des métiers les plus importants. C'est tous les métiers qui ont à voir avec la livraison des objets. Tous les sites internet ont besoin de logisticiens pour pouvoir arriver à faire en sorte que le produit arrive chez vous. C'est un abouti, excusez-moi le français. Donc, quand vous allez faire votre projet, si vous allez devenir commerçant, vous commencez par regarder ce que vous savez faire. Mais vraiment tout ce que vous savez faire. Et à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui vient
du Maghreb, je leur dis une des premières choses que vous savez faire, c'est parler l'arabe. Donc ne le prenez pas pour un handicap, prenez-le pour un avantage. Parce que si je rajoute le justicien et arabe, ça vous fait une autre partie des pays du Moyen-Orient avec lesquels vous pouvez travailler. Moi, je le vois comme ça. Moi, je suis désolé. Moi, je considère que la langue arabe est un avantage. Maintenant, vous pouvez me contredire autant que vous voulez. Je suis d'accord. C'est mon point de vue. Première chose, c'est effectivement faire votre point de vue. Deuxième chose, regardez qui peuvent être vos clients. Qui est intéressé par vos services. Et vous allez me dire, oui, mais je suis en compétition avec des multinationales. Oui, sauf que vous n'êtes pas une multinationale, vous avez des moyens de pouvoir accéder à d'autres clients qui sont effectivement tout à fait dans votre domaine. D'accord? Je ne veux pas donner trop d'exemples. Je ne sais pas si elle est toujours là. Ma collaboratrice, c'est ça. D'accord? En résumé, je suis membre d'un barreau des États-Unis. Je suis en train de faire en tant qu'une Algérienne avec comme clientèle des Américains. Et ça marche. Parce qu'on monte tout en place, on fait tout ce qu'il faut pour que ça soit crédible. Donc, faites en sorte que vous avez vos compétences, vous avez des services. Et les services, je veux que vous les décriviez comme si vous étiez un supermarché et que vous mettez vos produits sur une étagère. Je les veux très précis. Pourquoi? Parce que plus vous aurez une vision précise de ce que vous vendez, plus vous serez clair quand vous présentez ce que vous faites. Moi, c'est très simple. J'aide des étrangers. Donc, effectivement, c'est essentiellement des anglo-saxons. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai les gens qui sont là pour des multinationales qui viennent là pour 3 ans. J'ai effectivement les couples binationaux, c'est-à-dire effectivement moitié français, l'autre qui est étranger. Et puis le troisième, il y a effectivement ceux qui sont généralement célibataires et qui ont 30 ans ou 40 ans et qui font une crise d'existence et qui viennent en France parce qu'effectivement ils veulent quitter leur pays. D'accord? 3 profils complètement différents, 3 services complètement différents. D'accord? J'ai passé du temps à réfléchir dessus. Donc à chaque fois que j'ai une clientèle, j'ai un type de service que je leur offre différemment. Faites la même chose. Soyez très clair. Deuxième chose qui m'énerve quand je lis les réseaux sociaux, votre business plan, c'est vous qui le faites. C'est pas un comptable, c'est pas n'importe qui à côté. Faites votre business plan. Faites exactement en sorte que vous sachiez très exactement ce que vous allez offrir et pourquoi vous le ferez. Autre chose aussi, faites des grilles d'honoraires qui soient cohérentes. Si vous facturez à moins de 40 €, avec effectivement les frais qui existent en France et les charges sociales sont très importantes, vous n'allez pas pouvoir le vivre. Donc soyez cohérents et soyez structurés dans ce que vous offrez. Voilà. Je vais dire ça en quelques mots. Vous voyez ce que j'essayais de faire. J'espère que j'ai été utile. Merci. Je sais qu'on n'est pas là spécialement pour ça, mais selon vous, vous qui avez l'habitude de rencontrer des cas, c'est dû à quoi ce fait qu'un Master 2, justement, ne prenne pas ça en compte et quelque part se minimise, perd ses valeurs, c'est parce qu'on a peur justement de ne pas être pris, on a déjà des préjugés sur soi et en soi? Comment dire? Mon exemple, je pense qu'une des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'on est rarement, que ce soit en Algérie, en France ou ailleurs, on n'a pas cette culture comme la culture nord-américaine où à partir de 12-13 ans, on est déjà un entrepreneur. Donc, on a cette idée qu'on va être un salarié, que effectivement, on va être dans une case et il y a quelqu'un qui prend les responsabilités. Donc, partir sur une aventure comme ça fout la trouille. Ça a été vrai pour moi, je suis français. Hein. Donc, ça m'a pris un bon bout de temps pour accepter l'idée que je pouvais vendre des services. D'accord? Et donc, on a tellement la trouille, comme en plus, il y a effectivement cette notion de carte de séjour qui est une épée de Damoclès pour tout étranger qui est ici, parce que c'est renouvelable, en tout cas pour les étudiants, c'est souvent renouvelable tous les ans. Et on se dit, ah bah ça y est, j'ai fini, je vais avoir mon diplôme dans quelques mois, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas d'employeur, et je saute dans le vide. Bon, je saute dans le vide, j'ai très peur, et je trouve effectivement la seule chose que je peux penser, c'est le soutien scolaire. Ayez du courage. Si vous allez sautez du que vous pouvez. Je sais que c'est sauter d'un avion sans parachute. Ça fait exactement ce sensation. Ça m'est arrivé à moi. Simplement, il faut être très précis. Ça veut dire, j'ai confiance en mes compétences, j'ai confiance en ce que je sais faire,
Et je vais trouver des gens que je vais aller convaincre. C'est tout. Y a-t-il quelqu'un qui est confronté à cette situation justement là de vouloir changer de statut? Et j'ai demandé à peu près les tranches d'âge tout à l'heure, il y a des trentenaires même dépassés qui veulent changer un statut à commerçant. Étudiant à commerçant, non pas encore. Merci à vous quatre, merci, c'était bref, simple et assez clair, je pense. Enfin, vous avez remué l'Assemblée par vos conseils. Y a-t-il des questions, des remarques, Alors, on va essayer de... Alors, ce que je vais faire, c'est essayer de récupérer 2-3 questions. Essayez juste d'être clair un peu dans votre question pour le temps et éviter, s'il vous plaît, un peu les préambules avant de donner une transition à votre question. Mademoiselle. Oui, bonjour. Alors, j'ai une question pour Abdelrahman Moussaoui. Alors, est-ce que c'est possible de financer un doctorat déjà entamé? Par exemple, personnellement, je suis en 2e année de doctorat en architecture, dans le grand domaine sciences humaines et sociales, pas de contrat doctoral, pas de contrat CIF. Et donc, est-ce que c'est possible de financer un doctorat déjà entamé? La deuxième question, c'est par rapport à la ANR, c'est ça? C'est en fait comment ça se passe exactement. La troisième question, c'est quoi faire après la thèse ou qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en étant docteur? Après, j'ai 2 petites précisions, juste. Alors, concernant les frais d'inscription au doctorat, jusqu'en 2017, ça s'élevait à plus de 600 €. C'était 390 frais d'inscription plus les 270 de sécurité sociale. Là, c'est 390 plus la CVEC 90 €. La deuxième précision, alors les heures à valider, c'est passer de 150 heures à 100 heures. Donc ils ont enlevé 50 heures pour les heures. Voilà, merci. Alors, étant donné que vous avez une question en 3,